J'ai rencontré Céleste Pedoux entre 49 et 50, alors que je rentrais à Liège, venant de Mons du groupe surréaliste Haute Nuit. Des collègues à ce moment-là m'avaient parlé d'un certain douanier Rousseau liégeois qui habitait pas loin de chez moi à Herstal. Je me suis présenté un soir chez lui et j'ai été accueilli par un petit homme simple, jovial mais très malicieux. Ce fut pour moi dès cet instant un père spirituel. Il me montra ses toiles toutes de poésie, il me parla d'espérance et de tout en art. Dès ce moment, je ne le quittais plus, et tous les soirs après son travail, il était surveillant des travaux du canal Albert, j'assistais à la préparation du repas. Après, je le regardais peindre, une vieille assiette faisait office de palette, et il peignait la plupart du temps dans sa cuisine, la cafetière sous le feu. Il dégustait forte dose de café, et il m'entretenait de peinture, de politique et de philosophie. À ce moment-là, j'ai quitté Liège pour Bruxelles, et nous sommes écrits pendant pas mal d'années, entre 51 et 53. Alors, je suppose qu'il ne faut pas dissocier l'œuvre écrite de Pedoux dans ce qu'il m'a envoyé comme lettre et la peinture qu'il faisait à cette époque-là. Alors, j'ai réussi à avoir quelques extraits de ces lettres sur ce qui se passait à Liège quand j'étais à Bruxelles, ou quand j'étais en Suisse, ou alors à Paris. Alors, ces extraits, il y en a de très nombreux, comme par exemple sur les expositions à Liège d'un peintre liégeois qui exposait à cette époque-là à l'Étuve. Et comme c'était un homme très intègre, que j'ai connu dans toute ma carrière, il me disait les tiraillements qui se passaient à cette époque entre groupes à Liège. L'art est maintenant plus que jamais un apostolat non payé, et malheur à celui qui s'y donne s'il n'est pas fortuné. Une autre lettre sur une exposition de Magnelli, qui était un peintre abstrait, n'étant pas abstrait, je dois dire que je ne me suis pas dépaysé à cette belle exposition. Il ne faut pas en rester là, ça serait du piétinement et un art sans issue. Donc, cet homme qui était soi-disant dans l'art naïf, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment dans l'art naïf, c'est un puriste dans le l'intégrité de cet homme, on voit que cet individu voulait absolument voir ce qui en était dans l'art abstrait, dans l'art figuratif, enfin dans le sens humaniste des choses. J'étais immédiatement touché par deux choses. D'une part, effectivement, pas par l'extrême fraîcheur, par le charme de ce tableau, qui est à la fois le charme naïf, naturellement, mais un charme tout à fait particulier, qui réside dans la transparence de la lumière, dans la sensibilité au paysage wallon, enfin, toutes choses qui me tiennent énormément à cœur. Mais alors, d'autre part, par la très grande qualité de la peinture, par le sens du rythme, l'art de l'agencement de l'espace, enfin, toutes ces qualités qui font un grand peintre. Cette œuvre est naïve pour vous? Oh, madame... il faudrait pour ça définir le mouvement naïf mondial, le mouvement naïf belge, situer ça dans une esthétique générale. Je crois que c'est pas le moment de faire un cours, enfin, de s'installer devant les caméras pour faire une conférence, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une peinture naïf type, si on peut, ponctuelle, n'est-ce pas, si on peut mettre le doigt comme ça sur le naïf modèle qui servirait d'étalon, parce que la peinture naïve, c'est une phrase que je répète volontiers, mais je veux l'imposer à force de la répéter. La peinture naïve se situe au centre d'une couronne d'attraction, si vous voulez. Elle est là dans une position instable, selon qu'elle est râpée par les différents astres qui composent cette couronne. Alors dans cette couronne figure par exemple la peinture populaire, et il est vrai que certains naïfs du début étaient des anciens artisans populaires qui, privés de leur métier par la disparition des ateliers populaires, se sont mis à parler pour leur compte, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher les pinceaux, considérer leur main inutile, enfin dans l'oisiveté de la pension, ils se sont mis à travailler pour eux-mêmes, c'était des inventeurs de la peinture naïve. Mais donc c'était le premier naïf finalement. C'était une sorte de premier naïf. Alors il y en a d'autres qui sont davantage attirés par ce que j'appellerais la peinture académique,
Ce sont par exemple des bourgeois ou des petits bourgeois des villes de province qui connaissent un petit peu les musées, qui ont chez eux quelques revues d'art, d'ailleurs ils peuvent le voir aujourd'hui dans des magazines très facilement, et qui eux sont alors mobiles et peut-être davantage attirés par l'art académique. Ils sont encore naïfs, ou ils cesseront peut-être de l'être s'ils se font happer complètement par la peinture académique ou par la peinture officielle, enfin le surréalisme, etc. Alors il y a d'autres catégories, par exemple les peintres du dimanche, Peintre du dimanche. qui sont... Mon père était là, peintre du dimanche. Je crois qu'il avait trop de personnalité pour être un peintre du dimanche. Il avait trop de génie personnel pour en être. Mais il a frisé le danger de le devenir. Il aurait pu tomber dans ce piège-là et répondre alors au canot habituel de ce qu'on fait quand on est peintre du dimanche, avec la nature morte, le bouquet de fleurs, le petit paysage des fagnes avec 3 sapins à l'horizon. Bon, alors je reviens à la question de savoir où se situe Pedoux, justement, à l'intérieur du mouvement naïf. Je vous disais il y a un instant qu'il y a cette espèce de couronne d'attraction et qu'il est quelque part au centre, à une place mobile. D'autant plus mobile d'ailleurs que chacun de ces pôles d'attraction peut être mobile à son tour. Par exemple, la peinture académique, aujourd'hui, se trouve influencée par l'art naïf. Lequel art naïf peut se trouver influencé par cet art académique? Vous voyez, tout ça est en extrême mobilité. Je crois qu'on ne peut pas, en tout cas pas dans l'état actuel de nos connaissances, comme on dit un peu prétentieusement, situer brutalement l'œuvre et la personne de Pedoux. D'autant plus que le phénomène naïf, l'art naïf, apparaît à la convergence d'une manière d'être et d'une manière de peindre. Alors, cette manière de peindre postule principalement l'appartenance du peintre à ce qu'on appelle le réalisme intellectuel. Enfin, je ne vais pas définir, mais c'est ce réalisme qui est partagé par les arts populaires, par les arts primitifs, par les arts de l'enfance, et qui, au lieu de considérer le tableau comme une fenêtre qui serait ouverte sur une 3e dimension et qui serait ouverte sur le paysage, au fond, paysage qui serait comme une fenêtre à laquelle serait assis un spectateur qui dominerait le monde au moyen de la perspective. Donc, contrairement à cela, le peintre naïf considère la toile comme une surface abstraite sur laquelle il va s'exprimer au moyen d'un ensemble de signes. D'où le rejet de la profondeur, que les critiques académiques naturellement considéraient comme un défaut, puisque le fin du fin c'était la 3e dimension, c'est-à-dire la tricherie, enfin le trompe-l'œil, l'illusion que l'on devait donner d'une réalité fausse sur les 2 dimensions, etc. D'où aussi parfois le grand nombre des détails auxquels le naïf s'attache, mais des détails qui ne sont pas dominés par la perspective. Et par exemple, tout à fait comme dans l'imagerie populaire, dans l'imagerie primitive dans le sens de primitif italien, n'est-ce pas? Lorsque le peintre représente le Christ au milieu des apôtres, le Christ est plus grand que les apôtres parce qu'il est plus important. Donc il appartient à une échelle non plus perspective, mais à une échelle spirituelle, à une échelle des valeurs. Ce sont toutes choses qu'on retrouve toujours dans le langage naïf. Donc il y a cette première façon de peindre. Mais alors, pour rendre cette façon de peindre possible, il faut qu'il y ait une certaine façon de vivre. Cette façon de vivre peut impliquer une date. Parce qu'il faut, naturellement, on ne peut perdre le réalisme intellectuel que par l'école, par l'apprentissage de la perspective. Il n'y a pas, ou par le dessin d'après nature.